Bonjour. On commence toujours avec un petit quart d'heure toulousain, c'est normal. Bienvenue au Pavillon Blanc et sur cette table ronde qui s'appelle Lignée de sportifs à Colomiers. Dans le cadre de notre saison culturelle, donc, qui a débuté en septembre 2023, dans le cadre des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de rugby, des 60 ans du club de rugby de Colomiers, on a décidé de travailler sur le sport et de travailler sur les liens entre culture et sport. Donc en fait, on a toute une programmation dans l'année qui vont des expositions qui vont mêler art et sport, jusqu'à des actions culturelles, des tables rondes autour du sport. Et dans ce contexte, on a invité l'artiste et photographe Emma Riviera. Bonjour. À mener une résidence de 3 mois. Donc en fait, on lui propose un temps, un lieu, un espace pour travailler. Et le sujet du coup de cette résidence, c'est le sport populaire à Colomiers. Donc en fait, durant 3 mois, elle est amenée à rencontrer des gens qui font et vivent le sport à Colomiers à toutes les échelles. Et comme du coup la restitution de son travail est prévue le 31 mai, 1er juin 2024, là pour l'instant on n'a rien à présenter, mais en tout cas pour nous il était important de rendre visible sa présence à Colomiers et son activité, sa recherche qui a déjà débuté. Donc c'est aussi l'occasion de vous la présenter à travers cette table ronde. Et du coup, on est très heureux et heureuse de vous accueillir dans ce cadre. Donc, merci beaucoup à Clotilde, Mélissa, Clémence et Mathis d'être présents et d'avoir joué le jeu de cette conférence. En fait, on leur a proposé, donc à chacun qui, à leur échelle, en fait, ont vécu et ou joué au sport à Colomiers. Et on leur a proposé d'inviter une personne, soit qui les a influencés dans leur pratique du sport, soit qu'elles ont influencé. Donc, pour débuter, je vais juste laisser la parole à Emma qui va se présenter, qui va présenter son travail et du coup qui va donner un petit peu le ton aussi. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis photographe en résidence ici et je ne vais pas vous dérouler mon CV. Je ne pense pas que ce serait très intéressant. Je vais vous expliquer un peu ce que j'aime faire en photo pour vous donner un ordre d'idée. Donc avant tout, j'aime raconter des histoires et donc pour ça, je cherche à rencontrer des gens. Et j'ai commencé en 2018 dans la ville de Fos-sur-Mer, qui est une ville qui est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le sud, mais pas par là, à côté de Marseille plutôt, qui est connue pour ses usines et son fort taux de pollution. Donc, voilà, j'avais pas vu que... Voilà. Donc si vous tapez Fos-sur-Mer, il n'y a que ce genre d'articles qui sortent ou de photos pas très réjouissantes. Mais moi, j'ai cherché à rencontrer les Phocéens et à m'intéresser à leur vie en dehors du travail parce que c'est vraiment une ville qui est associée aux usines qui sont partout sur le territoire. Et donc à leur temps de loisir. Et j'ai suivi le photographe officiel de la ville à tous les événements qui étaient organisés. Parce qu'en fait, comme il y a une forte pollution, les usines reversent des subventions à la ville. Et donc, il y a une multitude d'événements et de salles des fêtes et d'événements en tout genre qui sont organisés vraiment tous les jours. Et donc, alors en fait, comme je ne peux pas contrôler moi-même les photos, il y avait une photo que je voulais vous montrer, mais qui est en décalage. Bon, c'est une photo que j'ai fait là-bas d'un pêcheur. Et donc, ça allait du concours pour chiens, les événements où j'allais, au bal pour retraités, si on peut mettre la photo suivante. Voilà. Et il me semble qu'il y a encore une photo après, je ne suis pas sûre. Voilà. Au concours de danse aussi. Après, j'ai fait un projet avec Valérie, une femme qui vit toute seule dans les bois, pareil, toujours dans le sud de la France, dans un cabanon abandonné. J'avais entendu cette femme parler à la radio, j'avais beaucoup aimé sa voix, donc je l'avais contactée. Et étonnamment, elle m'avait répondu positivement, donc j'étais allée la voir. En fait, Valérie, comme elle aime à dire, elle est vagabonde. Donc en ce moment, elle vivait là. Et elle m'a un peu raconté sa vie, elle m'a montré son univers, ses passions, ses peines. Et sa principale... j'ai oublié de montrer des photos. Ça défile en fait, voilà. Donc ça, c'est Valérie. Et sa principale passion qui est un peu particulière parce qu'elle adore les animaux. Donc elle a... si on peut passer à la photo suivante. Elle a des paons, des chiens. Elle a un coq de compagnie.
des chats. Il s'appelle Django, son coq. Récemment, j'ai aussi commencé un projet d'histoire locale dans chaque région où je vais. Donc pour l'instant, j'ai fait 2 régions sur 18. Et l'idée était un peu d'errer, d'aller rencontrer les gens pour faire des photos. Et finalement, je roulais de village en village et de rencontre en rencontre, il s'est avéré que c'est devenu une succession d'histoires ordinaires dont il sera question. Donc j'ai rencontré un homme dangereux, on m'a raconté une histoire sur un sex shop poussiéreux, sur une légende locale, mais aussi sur la station spatiale Mir et sur une brosse à dents qui était mal placée. Et si on peut aller à la photo suivante, donc ça c'est une de mes rencontres. Un passionné de statues d'Indiens et de perruches aussi, mais il n'y a pas de photo de perruches et de poupées. Beaucoup de choses. Et donc la raison de ma présence ici, c'est toujours dans cette démarche d'aller rencontrer les gens et trouver des histoires, ici en l'occurrence sur le sport populaire. Et donc je suis à la recherche de familles columérines qui sont passionnés par un ou plusieurs sports et qui le vivent de différentes manières, alors que ce soit en pratiquant un de manière professionnelle ou amateur, en travaillant dedans, en ayant fait une carrière, en ayant une histoire à raconter dessus. Enfin voilà, tout le monde peut participer, venir m'en parler, me rencontrer. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des histoires sur le sport à raconter à Emma. Ce qu'on vous propose, c'est que chaque groupe d'intervenants vienne séparément, comme on est très nombreux ce soir, enfin aujourd'hui. Et donc, du coup, Clotilde, si vous voulez venir avec Janine. Merci. Donc, vous avez des micros. Normalement, ils fonctionnent. Vous n'avez rien à faire, juste vous parler dedans. Alors, sinon, peut-être que sinon il y a celui-là. Rien à faire à part appeler Clément, c'est bon. 1, 2. Oui, ça marche. Super. Donc Clotilde Sens, qui a eu la première salle de sport à Colomiers, Blue Jean, en 78 si je ne me trompe pas, elle a ouvert et vous l'avez vendue en 2012. Mais vous êtes une figure... J'en ai eu 3 quand même. Hein. 3 en plus. Troisième. C'est la 3e ah, oui. que vous avez eue oui. À Colomiers. Vous allez nous en parler. La première, on en parlait avec Philippe, il se rappelle... la première salle de muscu dans un petit appart. Ah oui. Que muscu, quoi, dans un appart au-dessus de la poste. On a démarré tout petit. Et puis ensuite, un peu plus grand, où on a pris 2 appartements qui étaient situés à l'allée du Périgord. Et puis après, la grande salle, la dernière, au Val d'Aran. Voilà. Parce qu'est venue la mode aussi... des cours collectifs, la danse et tout ça. Donc, c'était pas trop mon domaine. C'était pas mon domaine du tout. Et donc, on a pris des profs pour donner des cours de gym. Voilà. J'ai vendu en 2012 et c'est toujours une salle de muscu et de cours collectifs. Et donc, vous avez invité Janine Amiel. Voilà. Alors, Patrice Meyer n'a pas pu venir, c'est ça ? Ben non, je lui ai envoyé un texto, il n'a pas répondu, donc je suis désolée. D'accord. Est-ce que vous voulez vous présenter peut-être ? Oui, donc moi je m'appelle Janine Amiel. J'ai commencé à la salle de Clos quand ils étaient encore dans le tout petit appartement. J'ai commencé comme beaucoup de femmes pour éliminer les quelques kilos de grossesse qui me restaient. Et ensuite, c'est vrai que mon mari s'est joint à moi et on s'est créé un groupe d'amis, notamment avec Clos et son ex-mari. Et donc c'est vrai qu'on y est allé autant pour la forme physique, parce que c'est vrai que ça nous a fait du bien, que pour le groupe d'amis qu'on s'est fait. Moi en plus j'étais infirmière, donc ça m'a beaucoup aidé par rapport à la force. Je ne me suis jamais fait mal au dos en 40 ans de carrière. J'avais du punch, voilà, c'était complément. Enfin vraiment c'était le bénéfice du sport et surtout le bénéfice moral. En plus, j'ai passé quelques événements dans ma vie, comme beaucoup de personnes, douloureux. Et c'est vrai qu'aller à la salle de sport, maintenant je ne vais plus à cette salle parce que j'ai changé de truc. Mais c'est vrai, le fait de faire du sport, de me retrouver en petit groupe avec des amis, c'est crucial, quoi. Franchement, ça aide à passer les événements.
difficiles que tout le monde peut avoir dans la vie, quoi. Décès, divorce, enfin bon, le classique des mauvais moments qu'on peut passer, quoi. Le sport, c'est très... C'est pas grave. Mais je dis toujours, quand on fait du sport régulièrement, du sport en général, pas forcément la musculation, on s'aperçoit des bienfaits, comme dit Janine, le changement de la silhouette, le cholestérol qui descend, le diabète qui descend, le rythme cardiaque qui descend, la tension qui descend, il y a tout qui descend et le moral qui monte. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez commencé à faire du sport, comment vous êtes arrivé au culturisme? Oui, Du si sport, vous parlez j'en du ai sport que vous toujours, pratiquiez en fait aussi et pratiquez. Oui, du sport, j'en ai toujours plus ou moins fait. Et justement, je trouve dommage que vous n'ayez pas pensé à inviter un judoka, parce qu'à Colomiers, j'ai commencé à faire en 1963, je crois. Il n'y avait pas grand-chose, c'est pas Capitani de maintenant et tout, il n'y avait pas grand-chose. Et il y avait une salle de judo, les carreaux étaient cassés, mais même en hiver et tout, on était sur le tapis, et qui était, certains l'ont peut-être connu, de la sciure avec une bâche tendue sur la sciure. Voilà, donc après, j'ai fait de l'athlétisme, mais ça, j'étais à Pibrac, parce que j'ai fait le collège à Pibrac. J'étais pas très brillante à l'école, mais très brillante physiquement. Donc, je faisais du sport avec mes heures de sport habituelles. Et j'avais une dispense pour aller faire du sport en athlétisme avec les autres classes. Donc, dans la semaine, c'est vrai que ça faisait beaucoup de sport d'athlétisme. Ensuite, comme je n'étais pas très brillante, j'ai voulu rentrer au CREPS. Et mettons... en aptitude physique, j'étais excellente. Et puis après, quand il a fallu faire les cris, alors le total des deux, ça fait qu'on m'a dit, non, tu rentres pas au CREPS. Et ensuite, il y a eu cet échec à l'école. Et il se trouve qu'à la pharmacie, qui est maintenant du Prat, ils cherchaient une apprentie. Donc à 17 ans, je suis rentrée apprentie. Je suis restée 15 ans dans cette pharmacie. Voilà. Avant, c'était au Fenacier. Tu l'as connu, Philippe. Voilà. Et donc, entre-temps, j'ai rencontré mon mari qui était culturiste. Et je me suis mis au sport. Mais on avait été aussi aux États-Unis faire le tour des grandes salles et rencontrer des personnages qui sont connus maintenant, Schwarzenegger et compagnie. Et on a visité les salles. Et c'est comme ça qu'on a démarré la salle de muscu, toute petite dans un appart, mais c'était une salle de muscu. Mais voilà. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir une salle de sport? Parce qu'à l'époque, c'était pas très répandu. Non, c'était pas très répandu, mais c'est suite à les visites de ces salles qui ont donné envie à mon mari de faire pareil. Et on s'est lancé, mais comme on n'avait pas ni fric, ni crédit aussi, parce que les banques, en montant un projet comme ça, oui. Ils ont dit non. Donc voilà, on a fait ça dans un appart avec des machines qui ont été créées par nous. Et voilà, on a démarré tout petit. Et Janine, elle a connu le premier local. Ah, voilà, Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Du coup, c'était par le biais de la salle de sport? Oui. Et j'imagine que entre votre salle de sport dans un appartement et la salle de sport, la grande salle de sport que vous avez eue après, vous pouviez accueillir. Comment ça se passait au niveau de l'accueil dans un appartement À des moments, il fallait fermer la porte parce que c'était plus possible, donc ça contenait plus. Après, au bout d'un moment, on a été obligé d'envisager de prendre plus grand. Donc on a pris 2 appartements au-dessus de Rigaud Photo, là, dans ce bâtiment. Et on a continué la muscu jusqu'à 98, où on a acheté le bâtiment au Val d'Aran. Voilà. Et vous nous aviez aussi parlé, quand on vous a rencontré, du fait que vous avez une démarche avec votre salle de sport qui est très différente de celle d'aujourd'hui, qui est plus humaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, de votre rapport au... Oui,
j'ai passé mes diplômes d'éducateur sportif au Crèves. Je suis revenue à 47 ans, à 30 ans après. Et parce que là, maintenant, dans les salles actuelles, il n'y a plus d'éducateurs. C'est fini. Il y a Internet. Donc, les gens ils vont chercher des programmes sur Internet. Ils s'entraînent n'importe comment. Enfin, moi, c'est mon partenaire. Patrick est mon partenaire d'entraînement. Et on voit des choses aberrantes, des jeunes notamment qui font n'importe quoi, qui, avant d'apprendre vraiment le geste, qui mettent des poids trop lourds alors qu'ils ne connaissent pas le geste. Et ça, c'est très dommageable pour le corps et la mécanique humaine. Voilà. Excusez-moi, je voudrais juste intervenir. À l'époque, donc, il y avait Jean et Claude. Ils passaient dans la salle. Donc, quand on faisait les mouvements, si on les faisait mal, ils nous reprenaient. Et c'est vrai que dans les salles, enfin, moi, je fréquente une salle comme ces grandes enseignes. C'est vrai que même si on fait n'importe quoi, personne ne reprend, personne. Il n'y a pas de programme. C'est vrai que les jeunes font avec Internet. Enfin, moi, je ne suis pas une pro comme Claude, mais je vois des aberrations. Même moi qui ne suis pas une pro, enfin, c'est juste parce que j'ai 40 années de muscu derrière moi. Mais bon, en touriste, disons, je vois des aberrations. On se dit, dans quelques années, ils n'auront plus de dos, ils n'auront plus d'épaules, ils n'auront plus de... Voilà. C'est un monde à part. C'est un monde à part. J'imagine ils pensent faire bien. Oui. Mais nous, on se retrouve quelques anciens qui ont fréquenté la salle de Clos. Souvent, quand on les voit, on dit mais ils finiront pas. Nous, ça fait 40 ans qu'on s'entraîne, on n'a pas de problème de dos, on n'a pas de voilà. On se dit ils finiront pas comme ça, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais enfin, moi j'ai plus de 73 ans. J'ai pas d'ostéoporose. Je suis en assez bonne condition physique. Je ne sais pas s'ils vont durer longtemps. Hein, quand ils commencent à 16 ans et comment ils font, c'est fortement inquiétant. Voilà, parce qu'en fait, on n'était pas avec mon mari, l'aspect commercial, faire des contrats, faire signer des abonnements, etc. On n'était pas là-dedans. On était dans l'humain, à s'occuper de la personne, pourquoi il venait. C'était pour mincir, c'était pour grossir, c'était pour récupérer des pathologies, des séquelles d'opérations. Voilà, on a récupéré des gens quand ils sont arrivés dans un état épouvantable, quoi, physiquement. Voilà. Oui, par rapport à l'accompagnement, en plus, je ne suis pas sûre que la génération de maintenant, moi je vois à la salle, soit prête à ce que quelqu'un leur conseille de comment faire les mouvements. Ils ont les programmes d'Internet, à part Internet, la vérité sort d'Internet. Donc je ne suis pas sûre qu'ils accepteraient, enfin moi de ce que je vois, d'avoir quelqu'un comme ça qui donne des conseils. Je ne suis pas sûre. Voilà, donc, voilà, donc l'évolution, elle est là. Il n'y a plus de relations humaines, enfin, à mon avis, hein, parce que je suis forcément de l'ancienne génération. Et ils s'occupent plus, c'est très extrêmement personnel. Ils ont tous les bouchons dans les oreilles, on leur parle, ils ne répondent pas. Voilà. Moi, je suis effarée. Enfin, j'y vais le soir tard, et c'est que des jeunes. Forcément, je ne tiens pas à y aller le matin avec des vieux. Je préfère y aller le soir. Merci, moi je suis le matin. C'est plus stimulant. Voilà. Les vieux, oh, j'ai de l'arthrose, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, alors que les jeunes, ouais, je vais être beau pour la plage. C'est beaucoup plus stimulant, forcément. Il y a des jeunes le matin, et je confirme. Il y en a qui se lèvent. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre lien avec Colomiers? Parce que du coup, vous vous êtes rencontrés à Colomiers dans les années peut-être 80 aussi, enfin 70-80. Moi, perso, je suis arrivée à Colomiers en 1963. Et c'est le tout premier lotissement qui a été fait à Colomiers, c'est Place du Gers. Enfin, Allée du Gers. Voilà. Après, j'ai vu Colomiers qui s'est agrandi, et voilà. Et la salle actuelle, enfin, la salle du Val d'Aran, qui s'appelle maintenant Valley Fitness, elle est dans des années 70, 73, je crois. Voilà. Donc, je l'ai vu. J'ai vu la progression. Oui. Oui, c'est ça.
Juste pour le dire, parce que je ne l'ai pas précisé, si jamais vous voulez poser des questions, c'est possible. On a un micro qui peut circuler dans la salle. Enfin, voilà. Et du coup, vous avez toutes les deux pratiqué du culturisme. Oui, absolument. D'accord. Vous étiez aussi en compétition. Vous faisiez des compétitions également, Janie? Oui, j'en ai eu fait, oui. D'accord. Enfin, oui, j'en ai eu fait. Et du coup, en fait, à Colomiers, il y avait quand même beaucoup de personnes qui pratiquaient du culturisme. Ah oui. Il y avait Enfin, un certain centre. Culturisme, c'est Parce que c'est comme un de peu la culture spécifique. physique, c'est s'occuper de son corps, améliorer la mécanique humaine. Et puis après, quand on met le doigt dedans, et c'est un peu plus. Et puis on va avoir des concours. Et puis un jour, on se dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je n'essaierai pas de monter sur scène et qu'on me note, quoi. Enfin, le culturisme, c'est un travail au quotidien. Et pour pouvoir se permettre de montrer son corps, il faut aussi que ce soit allié avec un régime alimentaire. Parce que le muscle, oui, il est bien, mais il est souvent planqué sous une couche de graisse qu'il y a entre le muscle et la peau. Donc, on a des régimes alimentaires pour essayer d'être le plus mince possible et que la musculature soit la plus visible possible. Voilà. Alors, dans la ville, on est la plus belle, mais dans chaque ville, il y a un athlète. Et donc après, il faut les rencontrer, les athlètes, et on passe avec des arbitres et on est noté. Et là, il y a des poses imposées. Et vous avez réussi à créer un peu un réseau d'athlètes un peu partout en France comme ça Non. Non. Donc c'était vraiment à Colomiers où finalement vous vous êtes rencontrés. Et c'est par cette rencontre-là aussi, avec des adhérents du club, que vous vous êtes dirigé vers le culturisme. D'accord. Voilà, oui. Mais avec des athlètes des autres villes, non, il n'y a pas de relation. D'accord. Non. Parce que qu'est-ce que c'est que vous gardez comme souvenir du culturisme, comme lien entre les différents sportifs, comme valeur, ou en bien ou en mal C'est un sacrifice, tous les sports de haut niveau, c'est un entraînement au quotidien. Et puis après, on bascule vers les compétitions. Mais c'est un pourcentage infime quand on arrive à la compétition quand même. Parce que les régimes, c'est extrêmement douloureux et souvent on ne tient pas le coup et on abandonne en cours de route à cause du régime. Parce que le régime, on est plus fatigué, on perd de la force, on ne peut plus s'entraîner avec autant de charges, alors on a le moral dans les chaussettes. Voilà. Les problèmes de couple, c'est difficile. On a des amis, ça ne s'est pas joué à beaucoup, que le couple se sépare à cause du régime lié aux compétitions. Ouais. Du régime et la présence dans les salles aussi, parce que quand on est addict, il y a des personnes qui font passer le sport avant tout. Il n'y a plus un équilibre avec l'activité professionnelle, l'activité sportive, l'activité privée. C'est le sport. Et quand ils sortent du travail, ils passent dans la salle de gym et souvent les conjoints leur disent « Bon, mais maintenant ça suffit, t'es marié avec la salle, moi je te vois plus, les enfants quand tu rentres ils sont au lit, on n'a plus de vie de famille, on n'a plus de vie de couple, on part plus en vacances. » Bon, à un moment donné, il y a un choix qui se fait. Et voilà, comme dit Janine, soit le couple éclate, soit on réduit le sport, on réduit et les compétitions, c'est terminé, quoi. On se consacre à sa famille. Oui, la plupart, ils sacrifient les concours plutôt que la famille, quand même. Heureusement. Il y a une forme de jusqu'au-boutisme un petit peu dans cette démarche. Je pense pas que ce soit... je ne crois pas que ce soit rien que le culturisme. Je pense que c'est dans toutes les disciplines sportives. Oui. Il faut être bien entouré. Quand il y a les gosses et tout ça, il faut vraiment avoir un bon entourage familial et être bien poussé, protégé, parce que c'est très difficile, très. Et en tant que femme dans ce milieu-là, comment vous l'avez vécu En tant que femme dans la salle ou en tant que maman ? Non, en tant que femme dans le culturisme et en tant que femme dans la salle. C'est pas facile et ça l'est encore assez difficile.
Quand c'est une femme, et en plus une femme âgée, les machos dans les salles, ils n'aiment pas trop que ce soit une femme qui monte les exercices, même si on a les capacités, les compétences, qu'on connaît bien le corps, qu'on connaît bien l'anatomie. Ça passe pas trop bien. Encore, il y a du progrès à faire. On n'est pas en Amérique. Ah, c'est plus ouvert aux États-Unis? C'est plus ouvert aux États-Unis? Oui. Oui. Vous nous avez partagé des photos de cette époque, et notamment de votre transformation physique. Oui. C'est comme vous voulez, si vous voulez les partager ou si vous n'êtes pas forcément à l'aise. Le voir, j'accepte. Voilà. Le bypass, ça n'existait pas. J'étais pas obèse, mais j'étais grosse, oui. Vous étiez quand même loin d'être grosse. Non, j'ai dit j'étais pas obèse, j'étais grosse. Bon, on les a en tirage. Non, c'est du papier. Ben, je ne sais pas si les personnes veulent venir voir. Il y en a certaines qui ont des dates de. Alors ça, c'est une photo d'une compétition faite par un photographe professionnel, oui. Et donc, il y a des catégories de poids. Et votre transformation, elle s'est faite sur, je crois, 5 ans, non? Ah oui, il faut plusieurs années. Oui, mais c'est quand même rapide. Oui. Ah, oui, entre le moment où j'ai commencé la culture physique, la musculation et mes premiers pas sur scène, oui, il a fallu plusieurs années. Ouais, oui, j'avais de la force, voilà. J'avais de la force. J'ai pas fait de boxe, mais parce que ça n'existait pas, mais je pense que j'aurais été douée dans des sports de combat. Je sais pas ce que ça aurait donné, mais... Merci beaucoup pour votre intervention et votre présentation. Voilà, votre parcours est toujours passionnant et moi, je ne me lasse pas de vous écouter en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup d'être là. Donc, Mathis Galtier qui joue en Pro D2 à Colomiers Rugby et qui est accompagné de Philippe Ducousseau qui a été son entraîneur, si je ne me trompe pas, donc à Colomiers et à l'INSA Toulouse. Est-ce que je peux peut-être déjà vous laisser vous présenter et présenter votre parcours sportif également? Comme vous voulez. En fait, je pense que c'est pour l'enregistrement, en fait, sinon on va pas entendre. C'est ça, hein? Oui, c'est un peu intimidant, mais ça marche aussi. Ok, donc Philippe Ducousseau, professeur de PS à une école d'ingénieurs qui est l'INSA de Toulouse, et également entraîneur de rugby, et notamment à Colomiers Rugby, pendant les années un peu, je dirais, fastes de ce club, puisqu'on a, dans les années 96, 17, 98, participé à 2 finales de championnat d'Europe, et voilà, avec Colomiers Rugby. Et à ce moment-là, donc j'entraînais avec Jacques Brunel. Le papa de Mathis, Fabien Galtier, faisait partie de ce collectif, et donc j'ai eu la chance et le privilège de partager des moments forts avec son papa. Et puis la vie a avancé et tout, et j'ai eu la chance également de croiser Mathis à l'INSA de Toulouse. Il est élève ingénieur à l'INSA de Toulouse, suit un cursus de sportif de haut niveau, mais des études de haut niveau
et du rugby de haut niveau. Et cette école a toujours fait en sorte d'accompagner au mieux ses élèves ingénieurs passionnés par le sport et les aider à avancer dans la vie sportive et dans la vie aussi scientifique et d'ingénierie. Et ça, c'est une école à laquelle je reste très attaché parce qu'il y a ce côté scientifique, mais ce côté socialisant aussi qui est très fort, à l'écoute un peu de leurs contraintes, de leurs demandes et tout, pour essayer de les faire avancer. C'est pas simple. Mais je pense que là, on a quelqu'un, il va s'exprimer, qui est vraiment sur une bonne voie, qui est un garçon, je ne tarie pas d'éloge, vraiment d'une simplicité et d'un savoir-vivre aussi et performant. Voilà. Donc ça vient de là. Merci en tous les cas. Voilà. La présentation. Je savais qu'il fallait commencer par Philippe. Il est très bon. Ouais, du coup, moi j'ai 22 ans, je m'appelle Mathis, je joue au rugby à Colomiers aussi. Philippe a à peu près tout résumé déjà. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus Je joue à Colomiers depuis 2 ans avec les professionnels. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Oui, sur mon parcours. Donc comme Philippe a dit, comme Philippe a dit, moi donc mon père a joué à Colomiers à l'époque de ses 15 ans à ses 31 ans. Il est parti en 2000. Moi, je suis né en 2001 à Paris. Je l'ai suivi après dans toute la France. On a fait Paris, Montpellier, Toulon. Et à 18 ans, il faut choisir des études. Et c'est Philippe qui m'a fait rentrer à l'INSA, à Toulouse. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu rentrer à Colomiers. C'est pas le rugby qui m'a amené sur Toulouse, c'est vraiment les études. Et l'INSA Toulouse. Et derrière, donc, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à Colomiers, de faire des années un peu avec les professionnels. Et voilà, j'en suis là, au début un peu, je pense. J'espère. On espère aussi. Ouais. Peut-être aussi que Philippe, vous pouvez nous éclairer un petit peu sur l'évolution du rugby. Donc à l'époque où vous avez commencé et à l'époque actuelle, ça a dû forcément, et ça a c'est sûr, beaucoup évolué. Et peut-être parler de cette évolution et si elle est plus spécifique aussi à Colomiers. Mais voilà. Écoutez, moi j'ai vécu la transition entre l'amateurisme et le professionnalisme. Je me suis trouvé au cœur de ce débat et au cœur de ces faits à l'époque. Et donc là, on a quitté tout à l'heure Jean-Luc Sadourny, qui est un ancien international aussi de rugby, qui est columérin. On l'a rencontré tout à l'heure, mais il était occupé, il n'a pas pu venir avec nous aussi. Mais il a vécu aussi ça, effectivement, sur plein de secteurs, que ce soit la partie, je dirais, la dimension physique, purement physique, aujourd'hui a complètement évolué. Ce sont de véritables athlètes. Il pourra témoigner. Donc cette dimension physique, elle a pris une ampleur pas possible par rapport aux années amateurs où c'était un peu... la musculation, elle ne se faisait pas. C'était des hommes qui étaient faits. Voilà, il y avait des grands, des petits, des maigres, des rapides, des costauds, et on les prenait comme ça. Et le rugby a moins ce spectre où toutes les morphologies peuvent quand même évoluer ensemble. Aujourd'hui, on a un peu, je dirais, uniformisé un petit peu l'athlète. Ce sont plus il y a toujours encore des grands, des moins grands, etc. Mais c'est vrai que les profils sont un petit peu plus polyvalents, on les a façonnés un peu différemment. C'est-à-dire qu'on leur demande beaucoup d'explosivité, beaucoup de vitesse, beaucoup de... Oui. Et la muscu, je dirais que c'est un support. Oui, ça... C'est protecteur. Exactement. Les articulations, tout à fait. La musculature tonique permet de les protéger des... Exactement. Ouais, aujourd'hui, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect protection et l'aspect développement. C'est la protection parce qu'on est un sport de contact, on prend des coups tout le temps, on a besoin d'avoir une sorte de carapace. On a besoin de traiter les pathologies qu'on a eues anciennement, des douleurs qu'on doit traiter, soigner. Donc il y a tout ce côté protection, renforcement. Et après, bien sûr, le côté développement, force, explosivité. Bon, je ne suis pas préteur physique, mais... Justement, en parlant du côté protection, tu nous as raconté que tu t'étais blessé. Est-ce que tu pourrais nous reparler un peu de
dans une carrière sportive, en fait, il y a forcément, enfin dans une carrière de rugbyman en tout cas, j'imagine il y a forcément des moments de blessure, ça n'existe pas de pas se blesser. Et comment on vit ces moments-là, et comment en tant qu'entraîneur aussi on vit ces moments-là à travers la personne qu'on entraîne. Ouais, la blessure, je pense que tous ceux qui font du sport la connaissent, la côtoient. C'est un facteur qui est toujours présent, qui est toujours au-dessus de nous, et quand ça arrive, ça peut être très dur. Moi, je me suis blessé en février dernier. Pour 6 mois et demi, je me suis arraché complètement un ischio-jambier. Je suis revenu, j'ai fait 3 matchs, je me suis rompu un ligament dans la cheville. Donc, quand il y a des enchaînements comme ça, de blessures, de moments difficiles, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est là où on s'en remet à la préparation physique pour revenir encore plus costaud, pour se protéger encore plus, être encore plus intelligent dans le jeu, moins s'exposer, moins prendre de risques. Et ce qui est intéressant, c'est la dimension psychologique derrière ça, parce qu'on est arrêté, parce qu'on se sent à l'écart du groupe, parce qu'on perd ce qui nous fait avancer dans la vie quotidienne, on perd le but de notre vie, mais notre occupation journalière. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vécu des moments comme ça. C'est dur, il faut trouver les ressources pour rebondir derrière, pour pas se laisser abattre, parce qu'on n'a pas le droit de se laisser abattre, sinon on s'oublie vite et ça passe, il y en a qui prennent notre place. Donc ouais, c'est des moments un peu difficiles, mais qui servent parce que ça arrive, parce qu'on est obligé de passer par là, et parce qu'on n'a pas d'autre choix que revenir encore plus fort. Là, il a évoqué deux dimensions. La dimension physique, il vient d'en parler, Ouais. qui est très forte pour les sportifs de haut niveau et en rugby, et la dimension mentale. Il vient d'en parler aussi. Mentale pour préparer aussi un athlète et à banaliser des grands événements, mais également aider un athlète aussi dans des moments délicats. Et les deux sont liés, parce que quand on est blessé, physiquement, on perd ses moyens. Donc dans la tête, on se dit pourquoi est-ce que je suis moins costaud, pourquoi j'ai moins vite, pourquoi j'ai mal. Donc là, il faut qu'il y ait des ressources. Je pense qu'il y a encore un travail à faire au haut niveau sur la dimension, je dirais, mentale et d'accompagnement. On a tendance un petit peu parfois à oublier les joueurs blessés. Et ça, c'est un peu dommageable. C'est-à-dire qu'on est toujours sur l'acteur actif, et moins sur l'acteur passif. Parce qu'on est passif, on sert à rien. Voilà, c'est ça. Un joueur de rugby, il a une valeur quand il joue au rugby. Un joueur de rugby, du moment où il se blesse, il vaut plus rien, il vaut 0, jusqu'à ce qu'il puisse retrouver le terrain. Et là, ce que je disais tout à l'heure à Mathis, parce qu'il se fait un peu de soucis sur sa santé, sur sa récupération, elle ne va pas assez vite. Là, il s'est refait mal hier soir à Angoulême, à l'ischio. Enfin, non, mais c'est pas méchant, mais je l'ai rassuré, essayé de le rassurer en disant qu'il fallait écouter son corps, il fallait un petit peu de patience. Il a passé 1 an quasiment sans jouer. Le corps, il était en sous-régime, là, on le remet en sur-régime. Le corps, il a besoin aussi à réapprendre à s'activer comme ça. Mais c'est vrai qu'on les prépare tellement dans la compétition et tout, qu'on zappe un petit peu ce temps de récupération et qui peut des fois un peu porter préjudice, quoi. Il faut tenir compte des blessures. Les blessures, elles arrivent souvent sur de la fatigue du corps. C'est ça. Ouais. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est extrêmement important, la récupération. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait du culturisme, oui, mais la musculation, c'est la base aussi pour le soutien des athlètes et la récupération des blessures. Puis nous, quand on enchaîne les matchs, on a des échéances toutes les semaines, donc c'est génial parce que toutes les semaines on peut se mettre en valeur, prendre de l'expérience, etc. Mais ça veut dire que toutes les semaines il faut qu'on joue. Donc on est blessé, si on prend une petite blessure de 3 semaines, la 4e semaine on va jouer. On n'aura pas ce temps de vraiment réadapter son corps, renforcer ce qu'on a perdu. C'est-à-dire au moment où la lésion est réparée, on va jouer. On va pas prendre le temps de reconstruire dessus. En plus de ça, pour ce type de joueur, il y a aussi des études. Des études de haut niveau aussi. Et là aussi, c'est arriver à trouver le bon équilibre. Ils peuvent vous en parler. Alors, on y arrive parce qu'on s'adapte. On essaie vraiment de les accompagner au mieux. Mais c'est quand même une charge. Oui, mais c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que c'est hyper important. Quand tu es blessé. Quand tu es blessé. Je sais pas si vous faites des études aussi derrière. Ouais, voilà. Donc quand on est blessé, si on n'a rien derrière, on se retrouve vite à occuper ses journées en faisant pas grand-chose d'intéressant.
Et c'est là où les études sont super parce qu'on voit des gens qui se fichent complètement de si on a été bon, pas bon, si on est blessé, pas blessé. Ils sont juste contents de nous voir pour parler de maths ou de n'importe quoi, je sais pas ce que vous faites comme étude. Et c'est génial parce qu'on se déconnecte un peu, on retrouve une vie normale, on n'a pas l'impression de... Parce que quand on est blessé dans un club, on est à part. On arrive le matin, on fait pas la réunion parce que ça sert à rien, on va pas préparer le match parce qu'on va pas le jouer. Après, on fait pas l'entraînement, on est à part, on fait rééducation à côté, on fait pas la musculation avec les autres, on fait ce qu'on peut faire, donc du corps, du corps selon où on est blessé. Donc on est tout le temps à part. Et pouvoir se retrouver dans une vie normale en ayant l'impression d'être quelqu'un de normal et pas blessé, c'est très agréable. Et du coup, dans ces moments-là, le reste de l'équipe, c'est dans ces moments-là qu'on peut aussi les retrouver pour s'entraider ou au contraire Le reste de l'équipe, il avance. Hein. Ils ont pas le temps de s'attarder sur... c'est à la loi de la jungle, ils ne peuvent pas s'attarder sur les animaux blessés. Donc quand on est faible... Non mais c'est vrai. Quand on est faible et blessé, l'équipe ne peut pas s'apitoyer sur notre sort. Elle avance, elle a un match à gagner le week-end prochain, et c'est le week-end d'après aussi, et le week-end d'après encore aussi. Il y a des jeunes qui vont prendre notre place, donc c'est... La pitié dans le sport de haut niveau, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir s'entourer. Je confirme. C'est vrai que... Une question. Bon, on entend bien. Hein. T'entends pas, toi? Avec l'âge, on entend bien. Oui, je me demandais en fait si le rugby de maintenant laisse plus de temps de récupération aux joueurs qui sont blessés ou pas. Il y a une prise en compte effectivement du physique, mais après, est-ce qu'il y a une prise en compte du psychologique et vraiment si on laisse vraiment ce temps-là où il faut vraiment, comme Mathilde le disait, repartir très, très vite. Ouais, c'est ce que je disais. Si on est à partir du moment où on est opérationnel, on va jouer. Donc et puis. Mais c'est vous qui vous mettez cette pression-là ou c'est le rugby, l'encadrement? C'est tout, c'est le monde professionnel, c'est le coach qui a besoin de nous parce qu'il a besoin qu'on soit dans l'équipe pour jouer parce qu'il estime qu'on sera bon. C'est nous qui avons envie de jouer parce qu'on ne veut pas laisser la place aux autres et parce c'est notre passion, on veut jouer au rugby. C'est toute cette sphère du sport professionnel qui fait qu'on n'a pas le temps de prendre une pause. Il y en a qui l'ont fait, là il y a Grégory Aldrit, un joueur de l'équipe de France qui a pris une pause de 3 mois après la Coupe du Monde. Ça arrive très très rarement parce qu'il y a la pression médiatique. Les présidents, nous à Colomiers, on n'a pas des salaires très élevés, mais dans les clubs de première division, le président il te paye 20-30 000 euros par mois. Il n'a pas envie que tu lui dises bon là je vais prendre 3 mois sabbatiques et je vais me reposer. Il comprend pas. Il a dit bah non, moi je te paye, faut que tu joues au rugby. C'est mal vu de trop prendre de temps pour récupérer. C'est pas que c'est mal vu, c'est que ça n'existe pas en fait. Comme le joueur dont tu parlais qui a pris 3 mois. Moi je pense que tu poses pour répondre à madame, ouais. Là on pose une véritable question pour le devenir. Ouais. Le devenir pour ces athlètes, le devenir aussi pour le rugby. Hein. Je parle du rugby parce que je le connais. Mais tu as parlé de l'exemple de Greg Aldrit, là, le futur capitaine de l'équipe de France. Je connais bien. Je connais très bien, qui est passé d'ailleurs par l'INSA, qui a fait une année à l'INSA. Et c'est se régénérer, retrouver de la fraîcheur, retrouver un mental où vraiment on a soif de partager une passion qu'on aime à travers cette récupération. Pour moi, c'est le management de demain. Hein. Il faut aller vers ça. Alors après, il a évoqué le monde... Il faut aller vers ça, mais on ne va pas vers ça. Non, on ne va pas vers ça. Il a évoqué le monde économique, c'est-à-dire le monde de la finance, quelque part aussi. On est professionnel, de rendement, voilà, qui est occulte. Mais je pense qu'aujourd'hui, un vrai manager, un grand manager, je crois que je ne vais pas mettre papa dans les grands managers, mais pourquoi pas, mais il a eu cet échange avec Greg Aldrit. C'est-à-dire qu'ils ont partagé, ils ont posé ce problème. C'est pas pareil, parce que le section de l'équipe de France, il l'a pour les temps de l'équipe de France et le joueur veut le donner. Et ça fait tache d'huile jusqu'à La Rochelle. Oui, ça fait tache d'huile, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on lui a octroyé 3 mois de récupération et là il revient, il explose tout. Il passe devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a une fraîcheur mentale, il positive tout, il n'est pas dans la surcharge. Oui, pardon. Est-ce que la régénération des athlètes après une récupération, il y a le repos bien sûr,
Mais est-ce que c'est accompagné d'une hygiène de vie? Parce que ça, c'est extrêmement important. L'alimentation pour la régénération, et pas parce qu'on entend parler dans le rugby de la troisième mi-temps. Les choses ont changé quand même. Ça n'existe plus. Il peut en parler. Non, oui, les choses ont changé. Au-delà de quand on est blessé, c'est au quotidien. C'est bien s'alimenter, bien se nourrir, c'est primordial. Mais c'est ce que je disais la semaine dernière. On est un sport où il y a comparé à d'autres. Quand j'étais blessé, j'étais au CERS à Cabreton. Et donc là, on échange avec des autres sportifs blessés. Donc il y avait des cyclistes, des athlètes qui eux sont sur scanner la moindre chose qu'ils vont manger pour savoir combien de calories il y a, l'envoyer à leur préparateur physique pour qu'ils déduisent de leur séance tant de calories à éliminer. Nous, on est dans un sport où ça pour l'instant, ça n'existe pas. On se donne le droit et le besoin presque de, comme tu parlais de la troisième mi-temps, on va pas dire qu'on sort tous les soirs, mais après les matchs, il y a toujours une bière. Oui, ça dépend des profils, mais c'est vrai. Un petit coup partagé ensemble au clubhouse. Il y a toujours des repas la semaine entre toute l'équipe. On se retrouve, on va au restaurant et on mange bien. Et parce qu'on a besoin aussi de ça. Et c'est drôle parce que c'est vrai quand on compare avec d'autres sports qui ont pris le choix et le chemin du professionnalisme, nous on a encore besoin de ces racines et de ce côté festif. Pour compléter un peu ce que dit Mathis, d'abord il parle d'un sport collectif. Oui, le collectif, quand même, il fait, je veux dire, on a besoin de se retrouver ensemble. Se retrouver, d'affinité, de se retrouver dans d'autres cadres que le terrain aussi. Pour un collectif, c'est hyper important aussi. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui restera toujours dans l'ADN un peu de ce sport. Ce côté convivial, ce côté un petit peu... voilà, je crois qu'ils en ont besoin. Et puis, ça fait redescendre un petit peu la pression des fois. C'est vrai. Okay. Par contre, après, au niveau, je pense alimentaire, il y a quand même des améliorations, même si moi, je sais que quand j'étais entraîneur, on a fait appel à des diètes pour caler un peu. Ouais. On essaie quand même de bien équilibrer un peu les repas. Tout ça, ils sont sensibles à ça quand même, parce qu'ils savent très bien aussi que c'est pour eux. Hein. Donc, à un moment donné, c'est leur métier. Donc, ils font en sorte aussi de travailler intelligemment par rapport à ça, à la récupération et à l'alimentation. C'est ce qu'on dit, si on veut mal s'alimenter et sortir 3 fois dans la semaine, on le fait, mais au fond, les premiers punis, c'est nous. Les premiers punis, c'est le corps qui va vous le reprocher. Et je voudrais savoir au sujet de l'alimentation, parce que tu parlais des calories, et je voudrais savoir si tu es avec un nutritionniste et qu'en période de récupération, et surtout après les blessures, tu as une conduite alimentaire en supprimant certains nutriments qui peuvent être nuisibles aux articulations. Je pense en principe produits laitiers, etc., qui peuvent accentuer les lésions articulaires. Moi, non. Au lieu de les protéger. Non. Tout au long de ma vie, j'aime bien manger et j'aime bien me faire à manger. Donc je me nourris uniquement quasiment de produits frais que je cuisine moi-même. Donc je sais à peu près ce que je mange. Je suis jamais dans l'excès, j'essaie de varier, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas ce réflexe vraiment de régime, de produits à supprimer, etc. Non, pas dire jamais. Des fois ça arrive, mais je suis dans ce truc-là. Et je prends pas non plus de protéines, de compléments alimentaires. Je sais que ça se fait beaucoup. Moi, au club, je vois, là, après les muscles, ils prennent leur protéines. Ils mettent la poudre, ils boivent ça. Moi, j'en prends pas. Et voilà, je pense que j'arrive à faire sans et j'ai pas de soucis parce que je m'alimente bien derrière. Donc il y a les deux possibilités. Justement, sur ces protéines, c'est quelque chose qui est vraiment très répandu. Enfin, je veux dire, c'est incité. Enfin, on incite les joueurs à en prendre ou ouais, ou c'est plutôt incité, ouais. D'accord. C'est quelque chose d'assez récent. Je pense que toi, au début, tu n'avais pas trop ça. Pas au tout début, mais enfin, moi, j'ai entraîné pendant presque une vingtaine d'années. Ouais. Donc, ça fait 15 ans que c'est développé. Oui, ça fait une quinzaine d'années. Ouais. Et vous, dans le culturisme, vous en avez eu ? On voit passer des pros, des pots, bien des sûr. Gros pots, Après, nous, on est contrôlés, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais régulièrement, des joueurs sont tirés au sort pour être contrôlés au terme de l'antidopage. Donc, tout est hyper régulé. Oui.
Et ça, moi, j'y connais rien. Je sais pas. Franchement, tout ce qui est complémentaire, j'en prends pas. Ça m'intéresse pas trop. Donc, je suis pas trop renseigné sur ça. Ça reste encore assez sommaire. C'est-à-dire qu'on on reste sur des planifications de déjeuner, de petit déjeuner, de dîner. Basta. Et après, le corps médical peut très bien aussi, à un moment donné, de penser des vitamines, des compléments alimentaires, sous couvert quand même et après, il y a l'individu. Moi, je tourne plus à l'anti-inflammatoire qu'aux protéines, par exemple. Après, il fait ce qu'il veut. Ouais. En tout cas, en vous écoutant, il y a quand même un don de soi qui est très important. Et en même temps, je me demande si le fait de faire sport-études, est-ce que c'est pas une manière, quelque part, de se protéger ? Et je sais pas pour vous, Philippe, si le fait d'avoir entraîné à Colomiers et ensuite d'être devenu professeur de sport en sport-études à l'INSA, il y a eu une démarche, en tout cas, là-dedans. Et j'en profite aussi pour le placer. Ce livre Colomiers Rugby, qui a été écrit par Jean-Paul Ginestet, qu'on a accueilli au Pavillon Blanc et qui a beaucoup œuvré pour la formation des joueurs de rugby à Colomiers. Pardon. Voilà, j'en profite. Non, mais je crois que Mathis a répondu à votre question. Moi, je crois beaucoup à un mot sur lequel je m'appuie énormément. Et plus je vais dans le temps, plus je m'appuie là-dessus. Vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure. C'est le mot équilibre. Voilà. Il faut trouver. Il y a des quêtes comme ça. Quand on trouve l'équilibre, moi, ça roule. Plaisir, équilibre, plaisir. Voilà. Après, je mettrai bien sûr la notion de piacere, de plaisir, bien sûr, qui est fondamentale aussi. Quand on prend du plaisir, on est performant. C'est clair. Voilà. Tu as su créer un équilibre entre tes études et le sport. Ouais. Et je voudrais savoir s'il y en a un qui dysfonctionne. Est-ce que l'autre il continue à être aussi performant ? C'est-à-dire que ton cerveau il fonctionne mieux quand tu fais du rugby bien, ou l'un peut marcher très très bien sans l'autre, ou tu as besoin de deux éléments. C'est pour savoir, tu sais, les connexions entre le corps et l'esprit, tout ça, si ça fonctionne. Le corps et l'esprit. Moi j'ai l'exemple récemment de la blessure où c'est des moments qui psychologiquement sont très très durs. Et ce que je dis, c'est là où les études m'ont permis de garder la tête hors de l'eau et de continuer à faire des choses normales et de ne pas me lamenter sur mon sort. Ce que je disais, quand on est chez soi, on a mal, on se lamente sur son sort. Quand on arrive au club, on fait les trucs entre blessés, donc on est toujours dans ce truc d'exclusion. Et moi, c'est là où ça m'a été vraiment utile. Après, je ne vais pas dire que j'ai la chance, mais les études, ça n'a jamais pas marché. J'arrive toujours à m'en sortir, ça m'intéresse, donc j'arrive toujours à m'intéresser au cours, avoir des bonnes notes. Donc de ce côté-là, je ne sais pas trop si ça aurait eu un effet néfaste. Je sais pas. Mais oui, c'est lié et faire les deux, c'est super. Parce que nous, on a des emplois du temps où on s'entraîne beaucoup, lundi, mardi, toute la journée. Mais bon, à 17h, on rentre chez soi, la journée elle est terminée. Donc qu'est-ce qu'on fait de 17h à... Il reste quelques heures occupées. Le mercredi, on arrête la journée. Donc on a des temps comme ça à occuper. Et c'est là où les études sont hyper importantes. Parce que moi, je vois des joueurs du club qui sont professionnels, qui font que ça de leur journée. Et il faut trouver des choses à faire le week-end après le match, le mercredi. Et c'est là où moi, je trouve que c'est super important, les études, au-delà de la passerelle, le corps et l'esprit, c'est que ça permet de meubler, de trouver un équilibre, voilà, de pouvoir évoluer intellectuellement et pas stagner dans un milieu rugbystique qui est ce qui moi, est ma passion et ma vie, mais qui, au fond, est un milieu qui, des fois, peut être un peu réducteur. Parce que entre vos deux générations, est-ce que dans ta génération, c'était moins encouragé de faire des études à côté Eux, ils bossaient à l'époque. C'était pas pro. Il n'y avait pas de professionnalisme. Moi, j'ai joué au rugby jusqu'à 30 ans. Le soir de 18h à 20h. Voilà, on s'entraînait le soir, ou entre midi et deux, des fois. Donc il y a toujours eu cet équilibre entre finalement deux travail ou des études et... Oui, moi j'ai toujours connu ça, et jusqu'au bout. C'est-à-dire même moi, j'étais entraîneur, mais j'ai gardé ma profession. C'est-à-dire j'ai eu la chance de pouvoir cumuler les deux. J'ai eu un directeur de l'INSA qui a bien compris ma position. Il m'a dit, écoute Philippe, vas-y, c'est une belle aventure, continue à l'INSA, garde un pied à l'étrier et tu nous le rendras.
Chose que j'ai essayé de faire après, quand j'ai arrêté le coaching, l'entraînement, d'être vraiment présent auprès de tous ces sportifs et ingénieurs et non sportifs qui ont quand même trouvé des leviers à travers le sport. Mais c'est vrai que la professionnalisation et l'augmentation des salaires fait qu'on a tendance à tendre vers des joueurs qui maintenant font plus que ça de leur vie et qui font plus de travail ou d'études à côté, comme au foot. Et ouais, c'est dommageable, surtout parce qu'une carrière, ça dure jusqu'à 35 ans, et à 35 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Donc les joueurs de foot de très haut niveau qui ont gagné quelques millions d'euros, ça va, mais quand aux joueurs de rugby modestes qui gagnent 5, 6, 7, 8 000 euros par mois, c'est génial, mais arrivé à 35 ans, il n'y a plus de revenus, donc il faut trouver autre chose à faire. Et c'est là où c'est important pour moi de faire les deux. C'est là où je me suis occupé aussi du centre de formation de Colomiers. J'étais à la création du centre de formation, puisqu'on se devait d'avoir un centre de formation, les clubs professionnels se devaient d'avoir un centre de formation labellisé. J'ai passé mes diplômes pour pouvoir encadrer tout ça, mais on essayait de véritablement sensibiliser ces jeunes joueurs à ce double cursus, quoi, le plus possible. Mais c'est pas toujours évident, parce que derrière aussi, on a aujourd'hui une culture, je dirais, des parents un peu parfois aussi, où on squeeze un petit peu la base, le fondement d'un apprentissage, au dépend d'une starisation peut-être. Parce que ça fait rêver. Oui, ça fait rêver, mais il faut être très prudent par rapport à ça, je pense. Voilà. Et encore, on a la chance d'être un sport, le rugby masculin, qui est quand même médiatisé, où il y a un business et où on peut avoir des salaires assez décents. Mais quand je vois les équipes féminines au rugby, vous, c'est pareil. Quand j'ai eu la chance de rencontrer des sportifs avec quelque chose qui s'appelle les Étoiles du sport, qui met en lien plusieurs jeunes sportifs de disciplines différentes, des sports individuels. Le mec qui fait du triathlon, il paye son billet pour aller en Australie, il paye 5 000 euros pour pouvoir prendre son vélo et sa combi. Il doit sur LinkedIn démarquer des marques tout le temps pour avoir des fonds, pour vivre. Et là, c'est compliqué. Et là, faut s'accrocher, il faut aimer son sport. Donc c'est vrai que c'est des problématiques différentes, mais je pense que vous allez nous en parler aussi. Moi, j'ai juste une question à te poser. Patrick, il parlait de l'équilibre entre l'entraînement et ta vie d'étudiant. Ouais. Et le sommeil, c'est quand même un aspect important. Est-ce que tu arrives quand même à avoir suffisamment d'heures pour moi, de repos, de sommeil? C'est la base de tout, le sommeil. Une bonne journée, ça commence par une bonne nuit et un réveil en forme. Après, sinon, on se traîne et derrière, on enchaîne des blessures. Donc oui, c'est hyper important. Moi, ça va, j'arrive à dormir. Voilà, tu es dans l'équilibre. Ouais, 9h, 8h, 9h. Excusez-moi, moi je voudrais une petite précision. Un sport-études, si jamais un des étudiants a une blessure qui fait qu'il ne peut plus définitivement pratiquer son sport, il peut continuer les études là où il est. Ouais. Oui, voilà, complètement, bien sûr. Oui. Ah oui, on l'accompagne jusqu'au bout, là. Hein. Même qu'il puisse plus faire son sport. Tout à fait. Alors, il bénéficiera des accompagnements pour les sportifs de haut niveau 1 an après sa blessure, mais il restera à l'école. Après, comme un étudiant lambda. Normal, quoi, ouais, voilà. C'est ça, c'est 5 ans, ouais. C'est 5 ans. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que tu pourras discuter avec Clotilde Mathis de toutes les protéines que tu pourras prendre pour le match. Oui, mais elle est tombée sur le mauvais rugbyman, parce que moi, franchement, je n'en prends jamais. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je suis... Voilà. Ouais, c'est ça. Non, les protéines, c'est pas trop mon truc. J'en ai pris un peu un moment, mais... Donc désolé, je peux pas trop te dire. Merci beaucoup pour ces échanges, c'est vraiment passionnant. Merci. Et donc maintenant, on va laisser la parole à Mélissa Doba et Clémence Perra, qui sont joueuses, entraîneuses et arbitres de handball, et qui sont venues, alors non pas avec Abdelhak Zegat, leur entraîneur en pré-national, mais avec Jeff, leur premier entraîneur. Enfin, votre premier entraîneur. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours sportif, professionnel, enfin tous les trois? Je m'appelle Jean-François, mais on m'a toujours appelé Jeff parce que ça allait plus vite. Voilà. Donc j'ai effectivement entraîné Mélissa à l'US Colomiers.
pendant 1 an, puisqu'après, elle a été dans la catégorie supérieure. Et donc, par ailleurs, je ne suis pas, comment dirais-je, un professionnel du sport. J'ai été entraîneur parce qu'on m'a demandé de suppléer à l'absence de bénévoles. Voilà. Et donc, j'ai été bénévole à partir de quand j'ai arrêté mon travail, puisque je travaillais dans le bâtiment. Et donc, en 2009, j'ai commencé à entraîner à l'US Colomiers. Pendant 5 ans, après, j'ai laissé la place à des jeunes qui voulaient faire un parcours à l'INSA, enfin des choses comme ça. Voilà. J'ai donc laissé la place aux jeunes. Et j'avais quand même... J'étais pas âgé, mais j'avais plus de 60 ans, voire pas loin de 70 ans. J'en ai 75 aujourd'hui. Voilà. Et en dehors de ça, donc j'habite à Colomiers depuis 1980. Et donc ça fait un moment que je suis là, mais j'ai eu mes enfants qui ont fait du foot à Colomiers, du judo à Colomiers, de l'équitation et plein de tout ce genre de disciplines, puisqu'à Colomiers, pratiquement, il y a quand même 80 clubs de sport. Et c'est quand même très intéressant d'être dans une ville avec tous ces équipements sportifs. Mais malgré tout, il faut dire, même quand les villes sont d'une certaine importance, c'est compliqué d'avoir suffisamment de salles pour que les jeunes puissent participer. Ça, c'est très important, puisque effectivement, il y a eu des salles qui ont été faites récemment au Ramassier, là, et donc ça a permis d'avoir des créneaux pour le handball ou autre, ou pour le badminton, puisque sans arrêt, plein de disciplines se créent. Et ça vient d'Amérique ou je ne sais pas où, mais il y a de plus en plus de disciplines qui arrivent et je ne sais pas si on pourra les accueillir toutes en salle. Ça, c'est évident. Ce qui fait qu'à l'origine, effectivement, quand on voit l'évolution du sport dans toutes les catégories, les évolutions étaient faites parce qu'effectivement, le matériel a beaucoup progressé. Si on voit, j'entendais Clotilde parler de son tatami avec de la paille. Ou de la sciure. Mais moi, j'ai connu la sciure aussi quand j'ai eu la chance avant, puisque je suis que depuis une quarantaine d'années à Colomiers. Avant, j'ai voyagé un peu. Et il y avait une salle où, effectivement, c'était un ancien théâtre. Et on faisait des saltos, même on faisait de la barre fixe et on tombait dans de la sciure. Et je parle de ça date, puisque je parle en 1956. Donc c'était peut-être une des seules salles qui à l'époque avait finalement une fosse pour tomber quand on faisait des agrès compliqués. Donc ça a bien évolué. C'est comme un peu en athlétisme, les tapis en mousse n'existaient pas. Hein. Quand on faisait par exemple des barres parallèles, c'est de la même façon, on tombait sur des tapis en coco. Donc il était impossible de faire des doubles saltos autour des barres parallèles, parce qu'on serait cassé. Donc l'évolution était considérable, même au niveau des pistes en athlétisme et tout ça, ça a bien évolué. Voilà en gros ce que je peux dire. Mais... Est-ce que vous voulez vous présenter également ? Oui, bonjour à tous, moi c'est Mélissa, j'ai 25 ans, donc je suis pas du tout columéraine de base. Moi je suis lardénaise, donc de Toulouse, et j'ai commencé ma carrière sportive par faire de la gymnastique, un peu de danse, du foot, et j'ai atterri au handball à Colomiers en 2011, et ça fait du coup presque 13 ans maintenant que je fais du hand à Colomiers. J'ai jamais changé de club, fidèle à ce club de Colomiers. Et du coup, c'est Jeff qui m'a fait découvrir le hand quand j'étais petite, et avec qui j'ai commencé à grandir et évoluer. Et après, j'ai été rejoint quelques années après par mon binôme actuel d'arbitrage qui est Clémence, et qui va sûrement se présenter aussi bien. Du coup, moi c'est Clémence, j'ai 22 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis infirmière. Je suis diplômée depuis le mois de juillet.
Avant de faire du hand, je faisais du basket en classe aménagée. Du coup, ça fait maintenant 10 ans à peu près que je fais du hand. J'ai rejoint Mélissa. On joue ensemble depuis maintenant combien de temps 5-6 ans. On arbitre, on est en binôme arbitre depuis cette année. Voilà, on se régale toujours. On serait qu'on on alterne entre les matchs, nos matchs, l'arbitrage, notre métier aussi, parce que c'est vrai qu'on a quand même 3 entraînements par semaine qui sont assez tard. Le lundi, on fait 21h, 22h30. Le mercredi, c'est 20h30, 22h. Et le vendredi, 21h, 22h30. Le week-end, on joue assez tard aussi, c'est pas avant 21h. Donc c'est vrai qu'on doit allier notre vie professionnelle avec le sport. C'est ce qui est le plus difficile, je pense. Que ce soit Mélissa ou moi, on a quand même des métiers qui sont fatigants. Moi en tout cas, là j'ai fini mes études, donc c'est vrai que maintenant j'ai trouvé mon équilibre entre mes horaires, mon service. Mais c'est vrai que quand j'étais à l'école, entre les stages, l'école, c'était pas évident, mais voilà, on est diplômés et on se régale. Félicitations. Parce que ça vous permet donc pas d'en vivre pour l'instant. Pas du tout. Est-ce qu'il y a des handballeuses féminines qui arrivent à en vivre? Est-ce que Alors, faut savoir que nous, en féminine, il n'y a pas de contrat professionnel. On a une copine qui joue à Toulouse, donc c'est Toulouse Féminin Handball, c'est de la D2. Donc elles ont un contrat semi-pro. Elle est payée, Marion, mais c'est rien, quoi. Elle ne peut pas en vivre non plus. On n'a pas la chance, nous, en tant qu'handballeurs, d'avoir des contrats professionnels qui nous permettent de vivre de notre passion, comme ça peut être le cas, par exemple, pour le rugby. Et encore moins, malheureusement, pour les joueuses féminines, pour les équipes féminines que les équipes masculines. On a donc cette amie à nous qui doit gagner presque, je pense que c'est 100 ou 200 ou peut-être 300 euros de prime par match, mais étant donné qu'on a maximum 4 matchs par mois, c'est quand même compliqué d'arriver à vivre de ça. Donc c'est d'où l'importance d'avoir un équilibre avec des études, comme tu disais, de s'occuper à côté. Donc avec des entraînements de musculation, c'est sûr pour le niveau qu'elle a. Nous, on est sur de la pré-nationale, donc on est loin d'être semi-professionnel. Largement, on est sur de l'amateur pur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de plaisir et qu'on n'apprend pas quand même tous les jours de nos coéquipières et de nos coachs. Donc voilà, un petit peu. Le seul truc qui nous rapporte un petit peu, c'est l'arbitrage. Oui, voilà. Disons que pour avoir cette dimension financière qui commence à être intéressante, et encore, c'est vraiment. C'est les frais kilométriques. Voilà. On gagne plus en frais kilométriques qu'en forfait de match, d'accord. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, pour un match de territorial qui est le plus bas niveau, on va gagner 30 € par match et on est rémunéré à 0,33 au kilomètre. Donc Moi, je viens un peu plus de loin, du coup, c'est plus intéressant. Dès qu'on vient un peu plus loin, c'est plus intéressant. Mais globalement, on ne peut pas gagner sa vie en étant arbitre ou joueur de handball féminin. Et on a eu l'exemple, nous récemment, on a eu la chance de recevoir un duo d'arbitres professionnels. Si elles sont professionnelles, mais donc ils nous ont expliqué un petit peu leur ressenti. Elles sont à temps complet avec un métier chacune et elles sont obligées de travailler plus. Et elles ont la chance d'avoir des employeurs qui acceptent de moduler leur emploi du temps pour pouvoir poser des jours. Et elles se déplacent à leurs frais. Si jamais elles posent des congés et qui sont parfois obligées d'être sans solde pour se déplacer à l'international, par exemple, c'est à leurs frais totalement. Et donc ça, c'est pas encore, je pense, au niveau d'autres sports tels que le foot ou le rugby. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir, du tout. Et donc, si je comprends bien, toutes les deux, vous n'habitez pas à Colomiers? Si. Alors, si.
Alors moi, je suis née à Toulouse. Mes parents ont ont fait construire à Colomiers avant de divorcer. Bon, ça, c'est pas très grave. Du coup, j'ai vécu à Colomiers jusqu'à mes 20 ans. Et là, depuis 2 ans, je suis sur l'île Jourdain, mais je suis quand même colmérienne. Oui, c'est pas très loin. De cœur. Hein. Oui. Moi, je le suis de cœur. Elle, oui. elle est quand même. Elle a grandi ici, donc. Mon papa a joué au rugby à Colomiers pendant longtemps. Voilà. Les yeux. Nicolas Peyrat. Ouais. Et après, il a joué à l'île Jourdain pendant longtemps. Il a entraîné. Et maintenant, il a arrêté. Oui. Parce que du coup, il y a des vrais sacrifices à faire pour un avenir pas si prometteur finalement, en tout cas. Donc il y a une vraie... Enfin, vous faites vraiment par plaisir et par amour du jeu. Et qu'est-ce qui vous a fait rester si longtemps au club de Colomiers ? Les copines ? Ouais, alors vraiment. Moi, je trouve que dans cette ville, quel que soit le sport, parce que pour avoir eu la chance de voir aussi des matchs de rugby à l'occasion à Colomiers ou d'autres sports de foot, on sent qu'il y a une communion dans cette ville autour du sport qui est hyper importante, quel que soit le sport. Et c'est ce qui enfin, moi je trouve, peut-être que vous avez des ressentis et des vécus différents, mais c'est ça qui m'a fait rester. C'est la passion, pouvoir partager ma passion, qui est devenue le hand, avec les copines. Et puis on a des noyaux qui se créent, d'amis qui se créent grâce au sport. Moi j'ai mes meilleures copines, on est 7 ou 8, et ça fait 12 ans que je joue avec elles, que je les connais, et je les connais grâce au hand. Donc c'est vraiment cet esprit de se dire ok, on a des copines, des coéquipières qui deviennent des amis, presque même de la famille, et ça prend le pas sur tout le reste. Ouais. Donc on cherche à évoluer ensemble en termes de compétition. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, et c'est le jeu du sport. Parce qu'en fait, du coup, je sais pas, comme c'est moins professionnalisé, est-ce qu'il y a moins de compétition entre les joueurs et les joueuses? Oui. Ça dépend. Cette année, on a créé une deuxième équipe parce qu'on est près de 50 licenciés filles, ce qui est rare. Alors, comment dire, il y a 2 équipes. Nous, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Avec Mélissa, on joue en 1. Bon, on ne veut pas jouer en 2. Enfin, quand on fait, moi, je joue au sport, c'est pas pour jouer en 2. Mais après, c'est des entraînements en commun. Demain, je sais que si moi je me blesse, on va me prendre ma place, mais il n'y a pas cet esprit de compétition que peut le ressentir Mathis, un joueur pro. C'est pas pareil, on n'a pas le même ressenti par rapport à ça. Pas du tout. La compétition, elle y est tout le temps. Après, ce qui est c'est aussi la différence avec le sport professionnel. Dès qu'on arrive à un niveau professionnel, c'est qu'on n'est pas là pour se piquer la place les uns les autres. Puis de toute façon, très honnêtement, on sent une communion entre certaines joueuses qui ont l'habitude depuis des années de jouer ensemble. C'est aussi ça. Et après, au fur et à mesure, d'autres joueuses plus nouvelles et qui apprennent. On a de tout en termes d'expérience dans une équipe de hand. On peut avoir des personnes qui ont commencé l'année dernière, comme certaines qui en font depuis plus de 20 ans. Donc c'est hyper hétérogène en termes de niveau, en termes d'expérience. Il faut arriver à tirer le meilleur de chacune pour atteindre l'objectif final. Et moi, je trouve que là-dessus, le hand, ça permet quand même de progresser. Jeff, tu me dis, je pense que c'est un des sports qui permet de progresser le plus vite et d'apprendre des autres. Après, je connais pas tout à fait très bien toutes les règles de rugby. Je trouve ça très technique, très technique. Non, si. Je fais pas d'effort. Non, je savais que j'allais me faire engueuler. Non, je trouve ça très technique et je sais pas. Il y a quelque chose avec le hand qui me paraît hyper intuitif, et quand on cherche à apprendre à faire un sport, surtout en étant adulte, c'est pas toujours évident. Il y a énormément de personnes qui commencent tôt le sport. Donc pour se faire sa place, ça peut être difficile, mais c'est clairement pas impossible, et surtout à notre petit niveau de pré-national. Oui, et puis on n'a pas du tout le même rapport avec la blessure. Moi, j'ai connu une blessure importante, et après j'ai été malade pendant longtemps. J'ai eu une grave maladie, mais
passé maintenant. Mais je veux dire, je savais qu'en revenant, j'allais retrouver mes copines, j'allais retrouver les terrains, j'étais pas du tout angoissée du fait de venir et de retrouver ma place. Ça n'a vraiment rien à voir avec le monde professionnel. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que pour ma blessure, j'ai eu une fracture du sternum. Du coup, j'ai été arrêtée pendant 8 semaines. J'ai fait ça en entraînement, bon, c'est pas de chance. Mais je savais que j'allais revenir, j'allais retrouver mes copines, le terrain, mon niveau. Après, c'est plus dans la tête, c'est l'appréhension de retrouver le contact, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de contacts. Ah si, j'ai fait 2 KO aussi, mais ça, c'est pas pareil. c'est pas de bol. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même rapport aux blessures qu'un monde professionnel. Vraiment pas. Et donc, Jeff, en tout cas, moi, je voudrais aussi rebondir sur quelque chose que vous aviez dit par rapport à la crise du bénévolat. Donc, en fait, vous étiez entraîneur uniquement de handball ou d'autres sports aussi pendant 5 ans? Non, j'étais uniquement entraîneur de handball. D'accord. Et j'entraînais donc les moins de 11 et les moins de 13 puisqu'il n'y avait pas assez d'entraîneurs. Voilà. Mais par ailleurs, pour revenir à cette histoire d'équipes non professionnelles, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une passion pour ce sport qui est quand même un sport complet, qui est malgré tout, où on se blesse normalement moins que dans d'autres. Parce que par exemple au foot, il y a beaucoup de ménisques. Tous ceux que j'ai connus qui jouent au foot avaient des problèmes de ménisques. J'ai eu, après ma carrière quand j'ai arrêté de jouer au hand, j'ai arrêté vers les 32 ans, j'ai été 1 an au rugby. Et heureusement que j'étais très solide, sinon je pense que j'aurais été très abîmé. Ouais. Donc j'ai fait 1 an de rugby. Je jouais à l'aile puisque quand je faisais de l'athlétisme, je faisais de la vitesse et des choses comme ça. Mais le rugby abîme. Alors peut-être, et c'est pas une question de musculature parce que je vous garantis que j'ai rien à envier aux athlètes de maintenant. J'ai pas de problème avec la musculature, ni j'ai jamais fréquenté de salle de sport parce que c'est pas le fait disons. Comme j'ai fait de la gymnastique, quand on fait de la gymnastique, on est pendu sur les bras sans arrêt. La gymnastique, vous travaillez les bras sans arrêt et les jambes sans arrêt. Donc vous n'avez pas besoin après d'aller en musculation. C'est l'avantage par rapport à toutes les disciplines. Mais en attendant, le hand, c'est comme tous les sports. On a la passion, on ne l'a pas et on y va. On retrouve les copains, les copines et c'est ça le but du sport. Et par ailleurs, je dirais que quand on a la chance d'être en forme, c'est criminel de ne pas entretenir son capital. Donc c'est aussi un aspect du sport, c'est nécessaire et ça vous permet de rester en forme très longtemps. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a conduit à être bénévole au club de handball? Est-ce que c'était parce que vous aviez des enfants qui étaient inscrits au club Omnisport à Colomiers et du coup vous aviez été un peu embrigadé un peu de force quelque part ou... Mon petit-fils y jouait, puisque donc mon petit-fils y a joué 6 ou 7 ans, donc j'ai été le voir, et puis comme j'étais libre à un moment donné, on m'a dit, tiens, notre entraîneur, il n'avait jamais fait de hand, alors que j'ai joué plusieurs années. C'est pour ça que j'ai accepté. Alors je ne sais pas si j'étais très bon, mais j'avais joué avec des gens qui étaient très bons, ça a dû m'aider un peu. C'est aussi une des personnes qui m'a inspirée à devenir. J'ai pas entraîné longtemps, j'ai entraîné que 2 ans, mais ça donne envie de transmettre et de reproduire en fait, de copier un petit peu ceux qui nous ont appris, qui nous ont transmis. C'est une façon de les remercier et de continuer à faire ce que eux ils ont fait pour nous pendant un petit moment. Puis voilà, à l'heure actuelle, je joue avec mes anciens coachs. Donc maintenant, on joue avec nos anciens coachs. Et voilà, donc elles nous ont connus, on avait 13 ans. Et elles en ont 30 maintenant. Et là, commence un petit peu à... Ça fait longtemps qu'on les a pas vues. Oui, ça commence à ralentir. Elles sont là pour la 3e mi-temps, mais pas pour le reste. Oui, parce que la grande différence, c'est qu'on est quand même 50 licenciés en septembre et que là, on est en janvier et puis 25. On est 20 voilà. À l'entraînement. Voilà. Donc, il faut être motivé et par rapport au monde professionnel, c'est vrai que c'est différent. Hein. Si les filles n'ont pas envie, on ne peut rien leur dire parce que on est là pour venir s'amuser, prendre du plaisir dans un premier temps. Donc,
on peut pas dire grand-chose, on n'est pas payé à la fin du mois, donc c'est vrai que si on veut venir, on va à l'entraînement, si on veut en faire 1, 2, on vient à 1, 2, et si on veut faire les 3, on fait les 3. Et puis on sait que dans tous les cas, il y a 2 équipes, donc on jouera quand même. Voilà. Il y a des places partout à combler. Donc c'est aussi ça la différence avec le monde professionnel. Il y a toujours une concurrence, évidemment, pour quelqu'un qui cherche à se dépasser et a un objectif de monter. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on aspirait à faire cette année, qui sera malheureusement pas possible. On aspirait à monter en National 3 et on passe à côté de la première phase de notre compétition. Donc malheureusement, on ne pourra pas y accéder cette année. Mais ça sera sûrement l'objectif à un peu plus long terme l'année prochaine ou les années suivantes. Puis il faut arriver à construire un collectif qui soit stable, ce qui n'est pas évident à faire avec des joueuses expérimentées, d'autres moins, d'autres qui sont encore en études. Oui, et puis voilà, c'est ça. En fait, Voilà. nous, on allie beaucoup avec le monde professionnel aussi. Voilà. C'est-à-dire que dans l'équipe, on doit être peut-être une dizaine d'infirmières. Donc, entre celles qui travaillent un week-end, celles qui travaillent l'autre, on fait des horaires des nuits, des matins, des soirs. Donc c'est vrai que moi je fais pas de week-end, donc j'ai trouvé le bon poste. Donc elle veut jouer le week-end, elle veut jouer les matchs. C'est ça. Donc moi je suis là les week-ends, mais c'est vrai qu'il faut allier avec ça aussi, et c'est pas évident. C'est pas évident. Donc heureusement qu'on est 50 finalement, parce que on n'irait pas loin sinon. La question que j'allais te poser, moi en tant qu'ancienne infirmière, tu as choisi ton poste pour les entraînements, pour justement Alors. J'ai eu une opportunité. En fait, j'étais en chirurgie orthopédique. C'est un service qui me plaisait énormément chez les septiques. Donc, les septiques, c'est service infectieux. Je faisais nuit, voilà, tout ça. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Moi, j'ai 22 ans. Donc, le but, c'était vraiment de profiter. Et en fait, là, je suis en CDI. Je suis infirmière dans une clinique privée en médecine esthétique. Du coup, c'est un service de jour. Et je fais pas de week-end, j'ai des horaires assez Qu'est-ce que souples. c'est qui t'a motivé pour ce poste? C'est le boulot ou pour pouvoir être libre pour tes entraînements? Ah non, en premier quand même le boulot, parce qu'on fait pas un métier. Qu'est-ce que tu avais privilégié? Non, je fais un sport amateur, donc c'est bien tombé, quoi. Oui, je veux dire, c'est bien tombé. Et puis non, je vais pas choisir mon métier par rapport au hand, parce que demain tout peut s'arrêter. Enfin, si je me blesse, c'est vrai que nous, je pense surtout à la blessure. Le style de poste, enfin, je veux dire, voilà. Non, le style de poste, on ne choisit pas par rapport à d'autres sports à ce niveau-là, en tout cas, pas du tout. Si je jouais en pro, peut-être, mais non, là, non, pas du tout, pas du tout. On peut pas se permettre ça à notre niveau. C'est d'abord notre vie professionnelle, et après, si on arrive à allier le sport à côté, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis, en fait, parce que ça ne demande pas du tout la même rigueur que des sports où on vous demande de jouer en semi-pro ou en pro, quoi. Rien à voir. On n'a pas d'entraînement de muscu pour se renforcer. Pourtant, Dieu sait que le hand, il y a du contact aussi. Mais voilà, donc nous, on est là juste le lundi, le mercredi et le vendredi, 1h30 le soir, et puis le week-end quand il faut aller affronter les autres équipes. Est-ce que vous diriez que dans votre carrière professionnelle, faire tous ces entraînements de hand, ça vous aide aussi à, je sais pas, évacuer le stress au travail? Alors, moi, ça m'a beaucoup aidé pendant mes études. Là, je suis diplômée que depuis juillet, donc j'ai pas assez de recul pour parler par rapport à ma prise de poste. Mais en tout cas, pendant mes études, pendant les stages, nous, en tant qu'infirmière, on est confrontés au décès, à des maladies qui sont compliquées à gérer, à des familles malheureuses. Donc, c'est vrai que le sport, c'est vraiment un échappatoire. Enfin, là, en tout cas, pendant mes études, ça a été vraiment indispensable. Bon, il y a eu le Covid, donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. Donc là, heureusement qu'il y avait mes parents pour m'aider, parce que quand on est sans cesse confronté à des services qui sont à flux tendu, c'est vraiment... on ne se rend pas compte quand on n'y est pas, mais c'est une tension, c'est des décès, des familles qui sont parfois dures. Même nous, on ne sait pas quoi leur dire. C'est des prises en charge qui sont compliquées par manque de matériel, par manque de personnel, parce que le personnel, il en manque énormément. Donc, heureusement qu'il y a le sport à côté pour pouvoir évacuer tout ça. En tout cas, pour moi. Oui, moi, c'est exactement pareil. J'ai fini mes études il y a presque 2 ans. J'ai commencé un CDI sur Toulouse. Donc, moi, je suis diplômée de l'école de commerce de Rennes.
Et une fois que j'ai eu fini mes études en alternance à Paris, je suis redescendue sur Toulouse. J'ai trouvé un CDI en tant que responsable de secteur, donc commercial. C'est un métier hyper prenant. Je me levais entre 4 et 5 heures du matin pour faire des tournées avec presque une heure de voiture minimum pour aller voir les magasins, les enseignes de grande distribution. Donc c'était très compliqué en termes de journée. Je commençais très tôt, avec les entraînements le soir tard, donc peu de sommeil. Et en fait, à un moment donné, j'ai dû faire un choix entre sport et travail. Et donc c'est forcément le travail qui a pris le dessus. Sur moi, ça n'a pas du tout bien fonctionné. Hein. J'ai tenu 2 mois et demi, 3 mois, je crois, grand max, sans faire de hand. Et après, j'ai tout plaqué, j'ai tout arrêté. J'ai dit c'est bon, stop, je change de métier, ça ne passe pas. J'ai pas cet équilibre que je recherche de vie pro, vie perso, sport. C'était du coup plus de temps pour moi, plus de temps pour souffler, plus de temps pour se dépenser. Et je pense que la dépense, elle est physique, mais elle est aussi mentale, de voir les copines, les coéquipières, de pouvoir jouer, partager plein de choses, plein de moments un petit peu off, parce qu'on s'entraîne, on a quand même une structure dans l'entraînement, mais il y a toujours des petits moments off où on va rigoler avec ses copines, on va pouvoir se raconter les derniers petits bottins. Mais Mélissa, c'est pas la dernière, la 3e mi-temps. Hein. Ouais, non, clairement pas. Voir la première d'abord, la toute première. Donc c'est des moments qui sont hyper importants, et de plus avoir cette source de motivation, et puis voilà, tout simplement ces moments importants de la vie à partager avec les gens qu'on apprécie et qu'on aime, c'était juste plus possible. Donc après avoir fait le choix du 100% boulot, ça a été 100% sport. Donc j'ai complètement arrêté le boulot et je me suis mise à la musculation. Donc je fais du hand et de la muscu maintenant. Et ça me permet de recommencer. En fait, je pense que je suis passée d'un extrême à l'autre. Là, j'étais à 100% sport. Et maintenant, je recommence à trouver un équilibre entre boulot et sport, petit à petit. Je suis qu'à temps partiel, donc c'est aussi ça qui me permet de faire autant de sport. Parce que moi, je m'entraîne le lundi, mercredi, vendredi et samedi au hand. Et le reste du temps, des autres jours de la semaine, je fais de la musculation. Et c'est cet équilibre-là que je recherchais, que j'avais plus du tout. Pour moi, c'est juste indispensable. Oui, en fait, on revient à cette question de l'équilibre, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de professionnalisation envisagée dans le handball, le fait d'avoir un équilibre entre que ce soit les études ou le travail et le sport, c'est indispensable. Complètement. En fait, on a tous, je pense, dans cette salle, vous avez tous des métiers différents qui vous sollicitent de différentes manières. Et en fait, le soir, quand on rentre à la maison, on a aussi besoin de poser un petit peu la tête, de souffler, d'évacuer tout ce qu'on a, toutes les tensions accumulées au cours de la journée. Et donc, c'est un moyen, le sport, quel qu'il soit, d'évacuer, de s'aérer un petit peu l'esprit et de pouvoir repartir le lendemain un peu mieux dans ses baskets, à mon sens. Moi, je me permets de citer un exemple. C'est que, je parle de la muscu parce que je connais que ça, mais j'avais une cliente qui a perdu un enfant dans un accident de voiture à 20 ans et elle m'a dit « le sport m'a sauvée ». Elle ne s'est pas effondrée parce qu'elle a continué à venir s'entraîner. Elle était là presque tous les jours et elle a évacué évacué. Ça l'a permis d'avancer, de mieux encaisser ce drame dans sa vie, quoi. Voilà. Ah, mais c'est sûr. Moi, je suis persuadée que ça a un côté je trouve que c'est salvateur. Oui, c'est extrêmement important. Ah oui, bien sûr. Franchement. C'est pas évident en tant que jeune étudiante de sortir du cadre scolaire et de se retrouver dans le monde du travail parce qu'on est un petit peu lâché dans ça tout seul en fait, et on fait face pour la première fois de notre vie à quelque chose où il n'y a pas de cadre, où il faut s'imposer soi-même un cadre. C'est vraiment pas évident, et d'arriver dans ce monde-là, moi je suis quelqu'un d'assez entier, donc je fais les choses à 200%. Je me suis dit, je me lance dans le travail à 200%, j'arrête le hand, c'est pas grave, je me concentre sur ça, je veux mon CDI. Et en fait, à la fin de la période d'essai, j'étais morte, j'en pouvais plus.
mentalement, j'avais plus de force pour continuer, alors que mon métier à l'origine me plaisait, mais ça suffisait pas. Il me manquait quelque chose, et ce quelque chose, c'était clairement le sport et j'ai envie de dire l'esprit sain, avoir ce côté-là où on peut. T'avais perdu l'équilibre. Ah, j'avais plus d'équilibre, tout simplement. Donc moi, je pense véritablement qu'il faut un juste milieu dans les choses. Il faut un peu de sport et il faut aussi pouvoir rebondir si jamais à un moment donné le sport ça suffit plus. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que maintenant les semi-pros ou les pros cherchent à se diversifier très jeunes. Voilà, c'est pour ça que on doit sûrement vous demander qu'est-ce que vous faites à côté. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne dans le rugby, mais voilà, au niveau des études, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite si à un moment donné il y a grosse blessure et que vous ne pouvez plus pratiquer votre passion. Nous on l'oublie un peu parce qu'on fait ça tous les jours, on est toujours sur le terrain et donc des fois on se rend pas compte que ouais ça permet de passer à autre chose, de surmonter les événements de notre vie, parce que nous notre vie c'est ça justement. Mais vous c'est autre chose qui vous permet de penser c'est ça. Nous c'est triste à dire parce que moi c'est ma passion, je fais du rugby toute la journée, c'est toute ma vie, mais des fois c'est autre chose qui va nous faire oublier un peu les problèmes qu'on a au rugby au quotidien. C'est-à-dire que nous, si le vendredi on est fatigué, clairement, moi j'arrive le vendredi, je suis éclatée. Si j'ai envie de rigoler pendant 1h30 et de faire un entraînement de merde, mais je vais le faire. Et c'est pas grave. Et le samedi, je vais jouer et puis ça va très bien se passer. Vous, c'est pas pareil. Nous, c'est pas du tout pareil. On sait que tous les jours, toute la journée. Donc voilà. C'est l'inverse de votre travail du coup en fait. Oui, mais en fait, c'est exactement. Pour oublier le rugby, vous faites du sport pour oublier le travail. C'est exactement ça. C'est un petit peu inversé. Mais il y a toujours un équilibre différent, mais la balance ne doit sûrement pas être aussi facile à trouver dans l'autre sens. Je pense que c'est pas non plus évident quand le sport c'est ton métier d'arriver à trouver d'autres inspirations à côté, parce qu'en fait tu vis de ta passion. Donc en fait nous on en rêve, hein. On aimerait bien faire du hand, clairement. Alors moi non, j'ai oublié déjà. Non, mais moi j'aimerais bien, j'aimerais vraiment bien. Mais c'est que c'est juste. Tout se mélange, tu vois, passion, travail, amis, sport, tout est mélangé dans un même lieu et dans une même équipe. Et des fois c'est pas facile, parce que c'est des amis, mais c'est pas que des amis. Même la relation avec. C'est tes potes, mais c'est compliqué en fait parce que quand tu te blesses, si t'es pas bon, les petits jeunes qui te prennent ta place, voilà, c'est ça. On a beau bien les aimer, mais c'est ça, c'est tes potes, mais il y a la concurrence et si t'es pas bon et que lui est meilleur que toi, tu partiras du club, t'auras plus de contrat. C'est tes potes, mais si t'es pas bon et que tu les tires vers le bas, on te dit le mec il a fait de la merde le week-end, le lundi quand il arrive au club, des fois t'as un peu du mal à lui dire bonjour. Ça peut être une thématique, la rivalité. Ah ouais. Donc c'est dur, on est toujours ce parallèle. On râle aussi contre nos coéquipières qui jouent pas bien le week-end. Hein. Qu'on soit clair surtout Mélissa. Surtout moi, très grosse râleuse. Pourtant c'est la capitaine, ça la fout quand même. Mais non, mais c'est sûr qu'il y a cette rivalité qui doit être difficile des fois à gérer, notamment en termes d'amitié. Nous voilà, on est copines, hein, mais on se retrouve aussi. On a joué le samedi, même si on n'est pas d'accord le samedi, et qu'on se crie un petit peu dessus le temps du match. Le lendemain, on va jouer, on va arbitrer toutes les deux en binôme. On n'a pas intérêt à montrer qu'on est en colère l'une contre l'autre, hein, parce que sinon on se fait bouffer par les deux équipes qu'on arbitre, quoi. Donc il y a aussi ce recul-là qui est important d'avoir. Et le sport, dans tous les cas, je pense que ça a beaucoup d'effets positifs, mais il faut aussi trouver un équilibre vie pro, vie perso. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était vraiment passionnant comme échange. Et merci à tous d'avoir répondu présent et d'être venus accompagner à cette table ronde et d'avoir pu échanger encore une fois.